Il est bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h dans le non-stop. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, la 5e vague gagne du terrain. En Europe, plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique voient leur nombre de cas flamber et les restrictions se multiplient. Nous serons en Belgique et en Allemagne dans ce journal. Ni camionnette verte, ni enlèvement. Nous tenterons de comprendre pourquoi la jeune joggeuse portée disparue plus de 24 heures en Mayenne en début de semaine a menti. L'adolescente est passée aux aveux. Après 6 heures d'interrogatoire, elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. L'événement politique du week-end, c'est le débat de la droite demain soir à 20h45 sur BFM TV. 5 candidats sont en lice, parmi eux Michel Barnier. Son portrait dans ce journal. À la une également, la situation désastreuse de milliers de migrants amassés depuis des semaines à la frontière de la Biélorussie avec la Pologne, une crise qui s'aggrave de jour en jour. Nous retrouverons dans ce journal notre correspondant en Pologne, Gulliver Craig. L'Europe redevient le centre de l'épidémie de Covid-19. La situation est considérée comme très inquiétante dans 10 pays et notamment en Belgique où la 5e vague est bien là. Regardez les chiffres. 13 000 cas en 24 heures, 12,7% de taux de positivité, plus de 2300 patients hospitalisés. On retrouve notre correspondant à Bruxelles, Vincent Chevalier. Vincent, le pays est pourtant bien vacciné, mais les hôpitaux saturent. Oui, parce qu'au niveau des chiffres, au niveau du taux de vaccination entre France et Belgique, c'est quand même relativement similaire. 74% de la population entièrement vaccinée. Et pourtant, au quotidien, vous l'avez dit, ces chiffres alarmants. 13 000 infections cette semaine en 24 heures. Il y a plus 25% d'admissions à l'hôpital à cause du coronavirus, plus 25% de patients en soins intensifs. Et puis, c'est 12,7% de taux de positivité. C'est énorme. C'est un record en 2021 en Belgique. À titre de comparaison, en France, c'est 3,3%. Un expert du centre de crise me dit hier qu'il y avait 3 pistes d'explication pour ces chiffres. Déjà, le port du masque, la mesure a carrément été abandonnée en Flandre en octobre dernier. Et aujourd'hui, là où la flambée est la plus importante, c'est en Flandre. C'est pas vraiment un hasard. Le masque devrait être porté un peu plus souvent, selon cet expert en Belgique. Il y a aussi le pass sanitaire. Il a été généralisé en Belgique le 1er novembre seulement. Et en 13 jours, la mesure ne semble pas assez contrôlée. Et il faudrait également remettre le masque en intérieur quand le pass sanitaire est exigé. Et puis il y a le télétravail en hiver, les bureaux sont mal aérés et nombre de travailleurs actifs seraient aussi contaminés sur leur lieu de travail. Alors pour cet expert, pas besoin forcément pour l'instant de durcir les règles, il faudrait déjà faire respecter celles qui sont en place. En tout cas, le gouvernement fédéral et les régions en discuteront lors d'une réunion la semaine prochaine. Et face à la flambée en Belgique, la France a déjà pris une décision. Les Belges qui veulent venir en France devront présenter soit un schéma vaccinal complet, soit présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Merci Vincent Chevalier pour ces précisions en direct de la Belgique pour BFM TV. Dans les pays qui figurent eux dans la catégorie inquiétante, on retrouve l'Autriche où un confinement des personnes non vaccinées va avoir lieu, mais aussi l'Allemagne, 45 102 cas en 24 heures, un taux d'incidence de plus de 277 et près de 3000 patients en réanimation. Pascal Thibault, vous êtes notre correspondant à Berlin. Le pays est très frappé par cette nouvelle vague épidémique et Angela Merkel appelle d'ailleurs à un effort national. Effectivement, vous citiez les chiffres. Depuis quelques jours, on a des nouveaux cas de vaccination qui tournent autour de 50 000 par jour, avec une hausse sensible du taux d'incidence. Et puis, comme dans d'autres pays, un nombre de personnes prises en charge à l'hôpital qui augmente. Et dans les régions du sud de l'Allemagne ou de l'Est, où la situation est plus tendue, ça devient très difficile de trouver des places et on commence à devoir être obligé d'admettre des personnes malades dans d'autres hôpitaux. Un des problèmes qui explique centraux qui explique cette situation, c'est un taux de vaccination globale, 67%, qui reste insuffisant. Dans l'arrondissement au sud de Dresde, où je me suis rendu hier, qui détient le record allemand avec un taux d'incidence de 1100 cas, le taux de vaccination n'est que de 51%. Donc la priorité, c'est de convaincre les personnes qui jusqu'à présent n'ont pas franchi le pas de se faire vacciner, de développer la campagne pour une 3e vaccination. Aujourd'hui, il y a des pages entières de publicité du ministère de la Santé dans les journaux à cette fin. Et puis, à court terme, essayer de
de réduire la casse, entre guillemets, en augmentant les mesures restrictives, notamment en permettant l'accès, c'est ce que font certaines régions, à des lieux publics, restaurants, bars, théâtres, cinémas, qu'à des personnes qui sont vaccinées ou qui sont guéries du Covid, renforcer les contrôles aussi sur les lieux de travail, renforcer les contrôles, les systématiser dans les EHPAD pour les personnes les plus vulnérables, ainsi que dans les écoles, car bien sûr les plus jeunes sont la catégorie la moins vaccinée. Et en Allemagne aussi, on aura une réunion au sommet jeudi prochain entre l'État et les régions pour trouver des solutions qui seraient communes à l'ensemble de ce pays fédéral. Merci beaucoup Pascal Thibault, le correspondant de BFM TV à Berlin. Bonjour Jean-Louis Teboul, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Bicêtre au Kremlin à Bicêtre dans le Val-de-Marne. Quand vous voyez tous ces chiffres là dans plusieurs pays européens, quelle est votre analyse? Comment expliquer une telle flambée? Alors, on se doutait bien qu'une fois l'automne arrivé, le mauvais temps arrivé, le froid arrivé, il y aurait une augmentation des cas. Alors moi, mon analyse, vous savez, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je viens d'entendre, confirme que, 1, il est important que la vaccination soit la plus complète possible, que 2, jusqu'à présent, il faut maintenir certaines mesures restrictives, et je crois que le pass sanitaire, qui est en train de ressurgir dans certains pays, alors qu'il avait été soit arrêté, soit pas mis en place du tout, est une mesure importante. Et 3, bien évidemment, les gestes barrières. Ces 3 éléments, ce package, si vous voulez, mis ensemble, eh bien, explique, dès qu'il y a un élément qui est disons, défaillant, eh bien, qui peut expliquer une partie de cette flambée, en plus, bien sûr, du mauvais temps ou du temps froid, et qui oblige les gens à être confinés à l'intérieur. Bien évidemment. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, dans ces pays qu'on a cités qui ont aussi resserré la vis, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la situation se dégrade au même point en France? Est-ce que vous observez déjà une dégradation à l'hôpital Bicêtre? Non. Alors, en Allemagne, il y a bien des discordances, ou en tout cas des différences entre l'Allemagne de l'Est, par exemple, où le taux de vaccination est très faible, par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Donc vous voyez que la vaccination joue beaucoup quand même. En France, c'est un peu plus homogène, même si dans les régions du Sud, on est moins vaccinés. Actuellement, non. On ne voit pas de flambée actuellement à l'hôpital. Il faut pas mentir. Actuellement, ce n'est pas une flambée. Il y a une augmentation des cas à l'hôpital. Il y a une augmentation des patients en réanimation, mais cette fois-ci, elle est homogène sur l'ensemble du territoire. Ce qui n'était pas le cas il y a un an, par exemple, où c'était certaines régions qui étaient touchées. Ce qui fait qu'on avait l'impression d'une saturation, d'une submersion. Actuellement, c'est plus bon. On a pris un patient en début d'après-midi, là à l'instant. Ce qui prouve des urgences. Ce qui prouve que ça existe, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'a pas le sentiment, moi je l'ai pas, et je crois que les collègues non plus, on n'est pas trop pessimiste. On est plus pessimiste sur l'hôpital, le système hospitalier, que sur cette flambée. Un mot sur les mesures prises dans certains pays. On a vu à l'instant, par exemple, l'Autriche qui reconfine les non-vaccinés, ou les Pays-Bas qui annoncent un couvre-feu pour les bars et les restaurants. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? C'est des mesures que ils sont un petit peu, ils ont pris un peu de retard. Naturellement, ils auraient dû, donc je pense personnellement, maintenir les mesures restrictives de type pass sanitaire, de type obligation des masques à l'intérieur, etc., de façon un peu plus pérenne. Et là, ils sont en train d'essayer de rattraper le retard. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est le 13 novembre, je ne pense pas qu'on arrivera à ces mesures-là en France. Maintenant, bien sûr, on peut se tromper. Et vous savez bien qu'avec ce virus, il est difficile d'anticiper de façon extrêmement précise. Alors, on va faire un point justement sur ce qui se passe précisément en France avec ces indicateurs qui sont en hausse. On le disait, le taux d'incidence qui progresse, plus de 94 cas pour 100 000 habitants, plus 51% de cas positifs en une semaine. Et ce sont près de 75% des Français qui ont tout de même reçu toutes leurs doses requises de vaccin. Et pourtant, malgré le vaccin, certains ont attrapé le Covid. Nous avons rencontré Léa, tombée malade alors qu'elle était double vaccinée. Ils sont de plus en plus nombreux. Dans ce cas, Philippine David, Fanny Regnault et Adélaïde Mangin. 25 ans, dotée d'un schéma vaccinal complet, Léa ne s'attendait pas à avoir le Covid-19. C'est donc sans inquiétude qu'elle se rend à une soirée pour Halloween. Vu que j'étais vaccinée, ça me paraissait difficile d'avoir le Covid et finalement non. Très vite, l'état de Léa se dégrade. La jeune femme décrit un état grippal sévère, une perte de goût et d'odorat. François Baumann, médecin généraliste parisien, nous dit avoir au sein de sa patientèle plusieurs cas similaires. J'ai vu des patients jeunes, j'en ai vu au moins 2 récemment, qui ont été vaccinés 2 fois
2 fois correctement et qui ont fait une récidive vraie. Édouard Obadia, médecin réanimateur, se fait plus alarmiste et évoque l'arrivée dans son service de patients jeunes, parfois trentenaires sans comorbidité, qui développent des formes graves malgré un schéma vaccinal complet. On se rend donc compte que l'immunité, au bout d'un certain nombre de mois, en général au-dessus de 6 mois, est perdue. Et on va très vite être obligé de faire ces doses de rappel aux moins de 65 ans, qui eux ont été vaccinés un petit peu plus tard, mais on arrive aux 6 mois pour un certain nombre de personnes. Pour les plus de 65 ans, la validité du pass sanitaire sera conditionnée à l'administration de cette 3e dose à partir du 15 décembre. Jean-Louis Teboul, ce qu'il faut retenir donc, sur cette vaccination, si on résume bien, c'est que l'efficacité s'émousse avec le temps de ce vaccin Covid-19, mais que malgré tout, ça reste une protection contre les formes sévères du Covid. Alors, disons qu'au bout de 6 mois, il faut aller se faire vacciner dès lors qu'on est dans la tranche, d'âge et aussi la tranche de comorbidité qui est particulièrement menacée. Il faut le faire parce qu'il y a une diminution de l'immunité avec le temps et au bout de 6 mois, on n'est pas certain de la protection. Et il y a plein d'études maintenant, il y a en tout cas des études très solides qui sont sorties encore il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, qui montrent qu'en effet, il y a un avantage à cette 3e dose pour au moins les sujets fragiles ou âgés. Voire pour toute la population, vous y serez favorable à ça, vous ? Il y a des données pour toute la population, même si ces données montrent quand même que dans les tranches d'âge plus faibles, c'est-à-dire moins de 65 ans, eh bien, il y a quand même moins de formes graves après 2 doses et au bout de 6 mois que chez les sujets plus âgés. Donc ce qui est important, c'est les comorbidités, quel que soit l'âge, et deuxièmement l'âge. Et à partir de là, il faut en effet se faire vacciner pour une dose de rappel. C'est indispensable, sinon on risque en effet de se retrouver dans des situations catastrophiques. Selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron a pris des mesures suffisantes, notamment vous en parliez à l'instant avec cette 3e dose, ou est-ce qu'il faut faire encore plus pour éviter vraiment d'être dans une 5e vague ? Alors, cette dose booster, moi, j'aime pas l'appeler 3e dose, vous le savez. Oui, dose de rappel. Cette dose de rappel, cette dose de rappel est indispensable. Alors, est-ce que il a un petit peu limité, ils ont un peu limité actuellement aux 65 ans. On n'a pas trop parlé, justement, c'est difficile techniquement, et puis c'est aussi peut-être une discrimination par rapport au secret médical d'assortir, on va dire, cette dose de rappel au pass sanitaire pour les sujets qui ont des comorbidités, obésité, diabète, etc., et qui sont plus jeunes que 65 ans. Ceux-là seront quand même menacés s'ils ne le font pas. Donc il faut les encourager de façon pédagogique à le faire, même si ce n'est pas intégré dans le pass sanitaire. Ça le viendra peut-être. Je pense qu'on arrivera à cela dans quelques semaines ou mois, de façon à ce que tout le monde soit protégé. C'est pas une contrainte, c'est au contraire une mesure de protection de la population. Alors après cette dose de rappel, une fois qu'on l'aura, on n'est pas certain qu'il faille faire ça tous les 6 mois. Pour l'instant, il n'y a pas de données qui, au contraire, on a plutôt l'impression, d'un point de vue immunologique, qu'on va être un peu tranquille plus que 6 mois après. Mais pour l'instant, il n'y a pas de données parce qu'il faut forcément du recul pour le coup. Merci Jean-Luc Teboul. On vous retrouvera dans notre journal de 14h30 pour continuer de parler de cette question de la situation sanitaire qui se dégrade un peu partout en Europe. Dans l'actualité également, toute l'histoire n'était finalement qu'un mensonge. En Mayenne, la joggeuse de 17 ans portée disparue, puis retrouvée, a avoué hier avoir inventé son enlèvement au terme d'une audition de 6 heures. Le parquet précise qu'elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infractions imaginaires. Guillaume Barqui et Salima Segaï. Après 6 heures d'interrogatoire hier, la joggeuse de 17 ans a regagné son domicile familial à Saint-Brice en Mayenne. Face aux enquêteurs et surtout face à une psychocriminologue, elle a reconnu avoir mis en scène son enlèvement. Les gens qui procèdent aux auditions de ce public-là, ce sont des gens formés, ce sont des gens qui ont une appétence particulière pour le recueil de la parole, pour les entretiens compliqués. Et c'est donc avec toute la mesure de leurs compétences individuelles et professionnelles qu'ils ont su amener cette jeune fille tout simplement à se libérer. Pas de ravisseur donc, pas de camionnette verte et des blessures accidentelles. L'adolescente a elle-même découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux. D'après les experts, il s'agit d'un appel à l'aide. Pour moi, le mensonge qu'elle a commis vient répondre à un besoin, je dirais aussi, d'attirer l'attention. Peut-être qu'elle était en souffrance à ce niveau-là, peut-être qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place, soit auprès de ses pairs, soit dans la famille. Enfin, on ne sait pas trop aujourd'hui. La procureure de la République de Laval souligne que la lycéenne est désolée d'avoir causé une mobilisation importante. Elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infractions imaginaires et risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement
et 7 500 € d'amende. Autre actualité de ce samedi, cette situation toujours très complexe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des milliers de migrants sont bloqués à la frontière dans des conditions humanitaires désastreuses. On va retrouver notre correspondant en Pologne qui va évidemment donc nous faire un point complet sur la situation. La Pologne qui essaie de faire face, mais la situation qui se complique de jour en jour. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les Polonais sont très divisés sur la question de comment faire face à cette situation. Certains soutiennent fermement la ligne dure prônée par le gouvernement conservateur et nationaliste. On entend souvent l'argument qu'il ne faut pas répéter le scénario de 2015, où la déclaration d'Angela Merkel que l'Allemagne accueillerait les réfugiés avait, de l'avis de ces Polonais du moins, encouragé des millions de personnes supplémentaires de tenter de gagner l'Europe. Mais d'autres déplorent cette stratégie qu'ils considèrent comme inhumaine, puisqu'elle mène à une catastrophe humanitaire, parce que les migrants refoulés par la Pologne ne sont pas réadmis en Biélorussie, ce qui ne leur laisse pas autre choix que de se cacher dans les bois où la température descend bien en dessous de zéro la nuit. La Pologne consacre des moyens très importants pour essayer de bloquer ces migrants, 12 000 soldats au moins en plus. Et ce matin, je parlais à un habitant du village où je me trouve qui questionnait la logique économique de cette stratégie. Il notait qu'en plus du coût du dispositif sécuritaire, il y a un poids sur les services de santé. Les hôpitaux soignent des migrants malades, mais ensuite les rendent aux gardes-frontières qui les rejettent dans la forêt. Une situation absurde selon cet habitant pour qui il serait bien moins cher d'héberger les migrants dans des centres d'accueil et de considérer leur demande d'asile. Mais cela ne plairait pas, bien sûr, à l'électorat du PiS, le parti au pouvoir, qui a accédé au pouvoir en Pologne justement en 2015, en partie grâce à son opposition ferme à toute idée d'accueillir des migrants du Moyen-Orient en Pologne. Merci Gulliver Krag pour ces dernières informations en ce qui concerne cette crise des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. C'est une nouvelle polémique et elle est signée Éric Zemmour. 2 jours après le témoignage de François Hollande au procès des attentats du 13 novembre de 2015, alors que la France rend hommage ce samedi aux victimes, eh bien, le polémiste a sévèrement attaqué l'ancien président hier soir. C'était lors d'un déplacement à Bordeaux. On l'écoute ainsi que la réaction de Juliette Méadel, qui fut secrétaire d'État à l'aide aux victimes après ce drame. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Je pense qu'il est en train de diviser la France et il le fait à dessein. Il sait probablement que la plupart des attentats ne sont pas commis par des migrants. Mais il tente un amalgame parce qu'il tente d'installer le ferment de la discorde. Et on en parle avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Éric Zemmour a choisi ses commémorations du 13 novembre pour sortir cette nouvelle phrase choc et polémique. Et François Hollande vient de réagir. D'ailleurs, on l'entendra dans quelques instants. Oui, on l'écoutera dans quelques instants. Juste quelques petites secondes de patience. Mais effectivement, la réponse de l'ancien président de la République qui donc a eu à faire face à ces attentats. En substance, il fustige l'irresponsabilité du polémiste. Surtout un jour comme celui-là, c'est-à-dire 6 ans, jour hommage, après les attentats du 13 novembre 2015. On vous replace un petit peu le contexte de cette déclaration d'Éric Zemmour. Il était donc à Bordeaux et il réagissait au témoignage de François Hollande au procès des attentats du 13 novembre. Et François Hollande a effectivement dit devant le tribunal que chaque jour nous étions sous la menace. Je le cite, nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance, mais nous ne savions ni comment ni où ils allaient frapper. Et Éric Zemmour reprend cette citation de François Hollande en faisant un raccourci à la fin et en disant finalement on a accepté de tuer des Français pour laisser rentrer des migrants sur notre territoire. En réalité, il y a 2 choses à analyser là-dedans. La première, c'est que Éric Zemmour, comme il le fait souvent, a trouvé une solution pour faire parler de lui de façon très forte en ce jour de commémoration du 13 novembre. Effectivement, c'est hier qu'il a parlé, mais il se doutait bien que sa phrase allait être reprise et médiatisée un jour comme celui-ci, jour anniversaire des attentats du 13 novembre. Alors qu'on dit qu'il stagne un peu dans les sondages, il a marqué en tout cas un peu le pas. Son ascension est en train de freiner et donc c'est une façon pour lui de continuer à exister dans le débat médiatique. Après, ça prouve aussi la difficulté de sa position aujourd'hui. C'est que faire parler de lui sur un sujet aussi douloureux et aussi abrasif au sein de la société française, un jour hommage comme celui-là, ça n'a pas manqué de faire réagir très vivement, notamment l'ancien président de la République, on entendra dans quelques instants, mais aussi les avocats des familles de victimes qui ont demandé depuis des excuses aux polémistes. Merci Anne-Sora Dubois. Et justement, on en parle, ces commémorations du 13 novembre 2015.
Elles ont lieu 6 ans après, jour pour jour, aujourd'hui. Et elles ont eu lieu de façon très digne et sobre, accompagnées de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu au Bataclan, devant le Stade de France, un peu plus tôt encore sur les terrasses des cafés à Paris. Voilà ces images qui ont montré les commémorations qui sont tenues donc depuis ce matin. La politique avec l'événement du week-end, ce sera demain soir, le débat de la droite à 20h45 en direct sur BFM TV et RMC, débat entre les 5 candidats des Républicains présentés par Apolline de Malherbe et Maxime Svitek. Vous pourrez réagir et poser vos questions aux débatteurs sur les réseaux sociaux via le hashtag débat de la droite. Et tout de suite, gros plan sur l'un de ces candidats, Michel Barnier. L'éventualité de le voir président est encore bien loin selon les derniers sondages. Mais au sein des militants Les Républicains, l'ancien négociateur du Brexit a le vent en poupe en vue du Congrès. Loïc Besson. C'est l'homme du Brexit. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'accord entre l'Europe et le Royaume-Uni, c'était il y a encore un an. Désormais, il enchaîne les réunions publiques, devenu l'idole d'une partie de la droite qui voit en lui son nouveau champion. Nous avons de quoi constituer une formidable équipe de France. Plus âgé que ses concurrents, ses équipes lui ont pourtant taillé l'image d'un homme neuf, mais qui n'enlève rien à son expérience, selon sa porte-parole, Brigitte Kuster. En étant moins dans la polémique, il s'est moins fait connaître peut-être des médias. Moi qui ai travaillé avec lui au ministère de l'Environnement, je pense que du coup, il apparaît là maintenant, il n'est pas usé. Difficile d'évaluer son niveau réel dans les sondages à droite, mais il apparaît comme le favori, très populaire chez les militants, en raison de sa fidélité au parti depuis 1976. RPR, UMP. Nicolas Sarkozy a remercié l'ensemble des parlementaires. Il leur a dit qu'il avait besoin d'eux pour mener cette campagne. Puis LR, un atout par rapport à ses principaux concurrents, qui n'hésitent plus d'ailleurs à le prendre pour cible sur son programme. J'ai fait des propositions claires, parfois ils font semblant de ne pas les comprendre, je les explique, mais moi je vais tracer ma route. J'ai jamais quitté cette famille parce que je m'y suis toujours senti bien. Parfois j'étais minoritaire, on a eu des débats sur l'Europe ou sur d'autres sujets. Cette famille, elle gagne quand elle ressemble à la France. Michel Barnier le promet, ce combat est le dernier de sa carrière politique. Il ne brigue qu'un seul mandat. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, vous entendrez la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. Alors que la France rend hommage ce samedi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, le polémiste a sévèrement attaqué l'ancien président hier soir lors d'un déplacement à Bordeaux. Vous entendrez donc la réaction de François Hollande dans le prochain journal. À tout de suite. Depuis 24 années que la comédie musicale Le Roi Lion existe, elle a rassemblé plus de 100 millions de spectateurs, pour un total de 25 productions à travers le monde. Le spectacle a été produit par Disney Theatrical Productions, dans pas moins de 8 langues différentes. De Broadway à Tokyo, en passant bien sûr par Paris, cette comédie musicale a investi les théâtres des plus grandes villes internationales. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion, au Théâtre Mogador. Vous avez remarqué ? On ne parle plus de la grippe. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, protégez-vous. Vaccinez-vous aussi contre la grippe. Les aléas de la vie. Personne ne peut savoir ce que la vie nous réserve. Des belles surprises ou des coups durs. Et comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour que la vie puisse continuer, même si on n'a pas tous les mêmes moyens. Pour Maïf, rendre la protection de la famille plus accessible, c'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. C'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé.
Caisse d'épargne, vous êtes utile. 67 millions de Gaulois. Et toi? Et toi? Et toi? Le cordon bleu, le Gaulois. Croustillant et fondant à la fois. À la fourchette avec les doigts. Y a tant de façons d'être le Gaulois. Le cordon bleu, le Gaulois, c'est bon d'être Gaulois. Emma, le matelas pour tous. Ni trop ferme, ni trop souple. Pour un réveil plein d'énergie. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Commandez-le dès maintenant. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto. Que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. La concurrence est devant nous, encore. Mais comment? Ils ont une meilleure solution finance que nous. Ils doivent avoir une meilleure solution finance que nous. Workday. Comment prennent-ils des décisions aussi vite? Workday. Il doit y avoir une raison. Workday. Ah, je crois avoir une idée. Work. Paul, on t'entend pas là. Salut. Hey, salut. Workday, le système finance, RH et planification pour un monde qui change. Ça fait 70 ans que Sofinco vous permet de vous équiper, de voyager, d'avancer. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En ce moment, chez Sofinco, pour tous vos projets, profitez d'un taux à 0,7%. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que sa fibre est sécurisée, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On m'avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. Le criquet à 2. Y'a pas autre chose là? Si. Oui, c'est celui qui a la télécommande qui commande. On mange bientôt, j'ai faim. Dans 10 minutes exactement. Bah c'est bien, ça te laisse le temps de lancer la machine. Oh la vache. Et ouais. Bah elle tourne, tu l'as lancée la machine? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Tu plaisantes là. C'est celui qui a la télécommande qui commande, hein? Ou alors c'est celui qui a les piles de la télécommande qui commande. Merci. Sérieusement? La coccinelle qui dira le contraire. Darty sélectionne pour vous les marques qui rendent le quotidien moins quotidien. Darty, tous les jours à vos côtés. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui. Matmut, ma valeur sûre. Avec l'hiver qui arrive, si vous avez un impact sur votre pare-brise, ça peut être terrible. Regardez, avec le froid, quand l'eau gèle, l'eau prend plus de place et avec la pression, crac. Alors n'attendez pas, venez chez Carglass. Chez nous, votre impact, on le répare en 30 minutes seulement. Et c'est sans rendez-vous. En plus, pour rouler avec un pare-brise bien dégivré, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil. C'est une innovation Karcher. Et oui, gagnez du temps avec le dégivreur Karcher. Alors, venez directement chez Carglass. Carglass répare, Carglass remplace.
Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Et les nouvelles ne sont pas réjouissantes décidément pour ce week-end. Déjà ce samedi qui reste quand même bien maussade sur de nombreuses régions. Une France bien encombrée, des précipitations ici ou là, quelques averses. Et puis eh bien, malheureusement ça ne va pas s'arranger parce que pour la journée de demain, dimanche, on va retrouver toute cette grisaille accompagnée de quelques précipitations. Alors elles resteront faibles mais elles seront quand même bien généralisées. Ce sera peut-être un tout petit peu mieux sur la pointe bretonne. On aura des pluies un petit peu plus marquées au pied des Pyrénées, de la neige sur les reliefs au-dessus de 1400 mètres, du soleil en Méditerranée mais du vent. Attention sur l'extrême sud-est, sur la Corse, là ce sera beaucoup plus chargé avec un temps plus instable, des averses localement, quelques coups de tonnerre et cette agitation va même s'intensifier sur la Corse dans le courant de l'après-midi. Peu d'évolution dans l'après-midi, quasiment aucune, même on va conserver cette masse nuageuse bien présente sur l'ensemble du pays. Un coup d'œil à vos températures. Au lever du jour demain matin, des valeurs qui seront stationnaires comprises entre 5 et 12 degrés, comptez 9 à Paris, 10 à Biarritz, 12 à Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent sur les régions du sud, elles s'échelonneront de 9 à 18 degrés. 9 à Dijon, 13 à Paris, 18, ce sera pour Montpellier. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. 14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une du non-stop, la réaction de François Hollande aux propos tenus par Éric Zemmour hier. En déplacement à Bordeaux, le polémiste a sévèrement attaqué l'ancien président de la République sur les attentats du 13 novembre 2015, alors que sont commémorées aujourd'hui ces attaques terroristes qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis il y a 6 ans. Les détails dans ce journal avec Anne Soura-Dubois. Cette question également dans l'actualité. Pourquoi a-t-elle menti? Nous reviendrons sur les 6 heures d'audition qui ont fait passer aux aveux la jeune joggeuse portée disparue plus de 24 heures en Mayenne en début de semaine avant d'être retrouvée vivante. L'enquête tente à présent de déterminer son profil psychologique. On en parlera dans un instant avec Mélanie Bertrand. Plusieurs pays d'Europe font face à une flambée de cas de Covid et une situation sanitaire inquiétante avec des restrictions. L'Autriche va instaurer un confinement pour les non-vaccinés. Aux Pays-Bas, commerces essentiels fermés à 20h, matchs de football qui se joueront à huis clos. On en parle avec notre invité Jean-Louis Teboul, chef de service médecine intensive réanimation à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et puis à l'étranger, le bras de fer se poursuit entre la Biélorussie et la Pologne alors que des milliers de migrants sont massés à la frontière. Des mesures ont été prises pour freiner ce flux de migrants. Vladimir Poutine a lui rejeté toute responsabilité dans cette crise. Les derniers détails à suivre avec Ulysse Gosset. Tout d'abord, cette nouvelle polémique signée Éric Zemmour, 2 jours après le témoignage de François Hollande au procès des attentats du 13 novembre 2015. Et alors que la France rend aujourd'hui hommage aux victimes, le polémiste a sévèrement attaqué l'ancien président. C'était hier soir lors d'un déplacement à Bordeaux. Et François Hollande vient de réagir. J'étais président cette nuit-là et dans les mois qui ont suivi, comme dans les mois qui ont précédé, j'ai pris des décisions. Et le sens de mes décisions, c'était d'assurer autant qu'il était possible la sécurité, la protection de nos concitoyens, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l'unité de notre pays, à ce qu'il réagisse comme un bloc, qu'il n'y ait pas de fracture, de rupture. Donc toutes les polémiques qui sont sciemment entretenues n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire éviter que nous soyons cohérents, unis face à ce drame. J'ai été frappé une nouvelle fois par la dignité des victimes, des parties civiles. Eh bien, je demande que chacun, chacune soit à la hauteur de ce que ces parties civiles, ces victimes expriment. C'est-à-dire non pas un besoin de vengeance, mais un besoin de justice. Non pas le souci de la division ou de la surenchère, mais la vérité et la clarté, tout en ayant l'unité à l'esprit. Voilà donc pour la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. Anne Soura-Dubois. On va refaire le film. D'où est partie cette polémique? Alors cette polémique est partie d'une déclaration d'Éric Zemmour qu'il a prononcée hier soir depuis Bordeaux lors d'une réunion publique
officiellement encore une réunion autour de son lit, mais officieusement réunion publique, dans laquelle effectivement il a attaqué l'ancien président François Hollande. Pour vous expliquer, on est dans le contexte du procès des attentats du 13 novembre, au cours desquels François Hollande a été auditionné cette semaine. Et François Hollande, auditionné à la barre, a déclaré, je cite, « Chaque jour nous étions sous la menace, nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance, mais nous ne savions pas comment ni où ils allaient nous frapper. » Voilà comment le polémiste a commenté cette audition de l'ancien président de la République. On l'écoute. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Évidemment, la polémique porte sur la fin de cette déclaration d'Éric Zemmour, c'est-à-dire le pouvoir savait, il a préféré que des Français meurent pour pouvoir laisser passer des migrants à travers les frontières françaises. Alors, l'entourage de François Hollande avait commencé à nous donner quelques éléments en début de journée pour, évidemment, commencer à commenter en off, comme on dit, cette déclaration du polémiste, pour répondre surtout à cette dernière accusation, en expliquant notamment que parmi les terroristes du 13 novembre, l'écrasante majorité d'entre eux étaient bien européens, ça n'était en aucun cas des migrants, majorité de Français et de Belges, qu'il y en avait 3, il me semble, sur la totalité du nombre, qui étaient effectivement des migrants, mais que la majorité était bien des ressortissants européens. En tout cas, en ce qui concerne l'aspect plus politique de cette déclaration d'Éric Zemmour, évidemment qu'il se doutait qu'en faisant cette déclaration, la veille des commémorations de l'attentat du 13 novembre, cette citation allait être portée, qu'elle allait être médiatiquement ouverte, d'autant plus qu'il a l'habitude maintenant, Éric Zemmour, parce que quand ces déclarations sont très frappantes et très choquantes comme ça, les politiques maintenant répondent, et d'ailleurs c'est devenu un sujet pour eux-mêmes, pour le gouvernement, est-ce qu'il faut, oui ou non, répondre à ce type de déclaration? François Hollande a fait le choix de répondre, mais ça laisse effectivement du champ médiatique à Éric Zemmour, alors qu'on dit qu'il est en stagnation dans les sondages, en tout cas son envolée, sa progressive montée dans les sondages a marqué le pas ces derniers jours. Ça lui permet de continuer à exister dans le débat politique, et en attendant, il y aura d'autres conséquences, parce que depuis, eh bien, les avocats des familles de victimes ont demandé des excuses aux polémistes. Merci Anne-Sora Dubois, évidemment on en reparlera dans le journal de 15h. Ne manquez pas ce rendez-vous politique à présent, ce sera demain à suivre sur BFM TV et RMC, le débat des candidats de la droite à la présidentielle, ce sera à suivre en direct à 20h45. Il opposera l'ensemble des candidats en lice ayant leur parrainage validé par le parti, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Alex Ciotti, Patrick Juvin ou encore Valérie Pécresse. Un débat présenté par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en direct sur les réseaux sociaux via le hashtag débat de la droite. Dans l'actualité également, pas de camionnette verte, pas d'enlèvement, pas de séquestration. La jeune fille de 17 ans portée disparue pendant plus de 24 heures en Mayenne avant d'être retrouvée vivante a menti. Des aveux effectués au terme de 6 heures d'audition hier avec des gendarmes, dont une psychocriminologue et un analyste. On va retrouver tout de suite Antoine Forestier. Antoine, vous êtes à Saint-Brice pour BFM TV. Vous avez rencontré des habitants de ce petit village, eux aussi très surpris de ces révélations. Oui, ces habitants ont été surpris d'apprendre que cette jeune fille avait menti. Ils ont suivi tout au long de cette semaine l'enquête via les médias, via la télévision, via les articles. Et au fur et à mesure, ils commençaient malgré tout à avoir des doutes. Et il y a donc une forme de soulagement et également d'incompréhension par rapport à ces mensonges. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies ce matin par Adrien Petitot. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y a des vraies histoires qui se passent et que malheureusement les petites filles on les retrouve pas ou on les retrouve dans des états pas possibles. Pour les parents c'est juste inimaginable en fait. C'est de l'angoisse, du tracas pour rien et puis surtout du travail pour les forces de l'ordre pour rien, les enquêteurs. Ça engendre trop de choses derrière. Tout ça pourquoi? Pour un mensonge. C'est une fille qui doit quand même pas être très très bien dans sa peau forcément. Et puis sûrement des soucis personnels à côté. Et voilà, mais c'est des réactions, des réactions bizarres. Pour ces mensonges, l'adolescente va faire l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. C'est la procureure de Laval qui l'a indiqué hier dans un communiqué, ce qui veut dire que l'enquête n'est pas terminée. On va désormais s'intéresser à sa personnalité. Une expertise psychiatrique pourrait par exemple être ordonnée. Pour ces faits, elle risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende si jamais des procédures sont lancées contre elle.
Merci beaucoup pour ces précisions. Donc en direct de Saint-Brice avec Élodie Berthe, Mélanie Bertrand est avec nous également du service police-justice de BFM TV. Les enquêteurs, eux, pour l'instant, ils se concentrent sur la personnalité de cette jeune fille. Qu'a-t-elle déclaré exactement lors de cette garde à vue? En fait, au bout de 6 heures d'audition, effectivement, elle a confirmé les doutes que l'on pressentait tous depuis plusieurs jours. Elle a révélé avoir menti. Elle s'est rendue à pied à Sablé-sur-Sarthe dans ce snack où elle a été retrouvée à l'issue de ces plus de 24 heures de disparition mardi soir. Elle a expliqué que ces blessures dont on avait parlé, ces égratignures, finalement, tout ça était accidentel et que, par exemple, si ses vêtements étaient déchirés, lacérés, c'est elle-même qui s'était infligé ça avec un couteau. Elle avait, par exemple, découpé l'un de ses t-shirts. Elle a dit, la jeune fille, c'est ce qu'a souligné la procureure de Laval, qu'elle était désolée au vu de l'énorme mobilisation de gendarmes qui a été déployée pendant plus de ces 24 heures. Elle a été prise en charge par ses parents, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de questions. Évidemment, le pourquoi. On a maintenant un petit peu quelques éléments sur le comment elle s'est débrouillée, même s'il reste encore des zones d'ombre. La raison de son mobile, pour l'instant, la procureure dit que ça reste inexpliqué et ça fera tout l'objet de l'enquête qui va suivre. Où était-elle pendant ces 24 heures? Est-ce qu'elle a pu bénéficier de complicité? Est-ce qu'elle est restée seule? Évidemment, tout ça, ça reste à éclaircir. Et Antoine le disait, pour elle, l'histoire n'est évidemment pas terminée parce qu'elle va faire l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire et à ce titre, elle risque jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mélanie, si tout a basculé hier avec donc ce passage aux aveux, c'est notamment grâce à l'intervention d'une psychocriminologue. Quel a été son rôle? Oui, elle a été envoyée depuis le service central de renseignement de la gendarmerie à Pontoise. C'est une psychocriminologue qui a l'habitude de travailler en binôme avec un autre gendarme, un référent analyste. Et eux ont l'habitude, à la fois, ils sont projetés sur des affaires complexes, soit sur des scènes de crimes complexes, soit quand il faut définir des stratégies d'audition, ou alors quand il faut entendre un auteur ou une victime dans des affaires difficiles. Et là, par exemple, tout leur rôle, ça a été justement, tout son rôle à elle notamment, ça a été de la mettre en confiance, de ne pas l'accabler, de réussir à dégager envers elle de l'empathie pour que la jeune fille cesse de s'enfermer dans son récit qu'elle avait un peu préfabriqué toute seule. Ça a été voilà, de mettre en forme toutes ces techniques d'audition et finalement on voit que ça a marché parce qu'à l'issue de cette audition, elle a réussi à poser les bonnes questions et à faire basculer l'enquête. Merci Mélanie Bertrand. On en vient à présent à cette épidémie de Covid-19 qui repart en flèche dans une vingtaine de pays européens. Certains d'entre eux resserrent donc la vis. Le Centre européen de contrôle des maladies évoque notamment une situation très inquiétante dans 10 pays, dont la Belgique ou encore les Pays-Bas. Et vous voyez, là-bas, les commerces de produits essentiels doivent désormais fermer à 20h et les autres à 18h. Reprise des contaminations jugées inquiétantes par ailleurs en Autriche, dont le gouvernement attend le feu vert du Parlement pour confiner les non-vaccinés et les personnes non guéries. Tour d'horizon de ce retour des restrictions sanitaires en Europe avec Camilla Giudice. 2 millions de cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière en Europe. Pour l'OMS, c'est un record depuis le début de la pandémie. Parmi les pays où les contaminations explosent, l'Autriche, la courbe Bordeaux, et les Pays-Bas, la courbe bleu clair. Cette vague était attendue, elle n'était pas prévisible d'un point de vue temporel parce que beaucoup de facteurs en fait viennent gouverner cette dynamique. Une couverture vaccinale qui est élevée en Europe, mais qui, bien sûr, ne permet pas de lutter à elle seule contre cette épidémie. Les pays les plus durement touchés par cette nouvelle vague ont annoncé ces derniers jours des mesures pour tenter de la contenir. Depuis aujourd'hui, les Pays-Bas sont à nouveau confinés partiellement. Les bars, restaurants et magasins essentiels doivent fermer à 20h, 18h pour les commerces non essentiels. Nous ne nous en sortirons pas avec simplement des règles basiques ou des conseils, malheureusement. Face à la recrudescence du virus, nous avons besoin de mesures drastiques. Elles visent à réduire nos contacts. En Autriche, où plus d'un tiers de la population n'a pas de schéma vaccinal complet, le gouvernement souhaite confiner les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19. Une mesure inédite, mise en place dès lundi dans 2 régions. Le Premier ministre aimerait la généraliser à tout le pays. La majorité de la population a fait ce qu'il fallait et nous devons les protéger. Je ne vois pas pourquoi la majorité devrait subir un confinement par solidarité avec ceux qui ne sont pas vaccinés. En tout, la situation épidémique est jugée très inquiétante dans 10 pays européens, comme en Belgique, en République tchèque et en Hongrie. Jean-Louis Teboul est avec nous sur ce plateau, chef de service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. On a vu cette situation alarmante dans certains pays européens. Est-ce qu'on peut s'attendre à une situation équivalente en France d'ici quelques temps ? Alors, ce qu'on s'attend, c'est à une augmentation des cas de contamination, très clairement. On s'attend aussi à une augmentation des hospitalisations, mais on ne s'attend pas à cette flambée, pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, 13 novembre. On
peut évoluer. On ne s'attend pas, parce qu'on a l'impression quand même que dans ces pays où ça flambe, il y a eu soit un relâchement des gestes barrières, soit un abandon des mesures restrictives de type pass sanitaire ou équivalent, soit un nombre de vaccinés ou un pourcentage vacciné qui était assez faible ou bien qui était inhomogène en fonction de la superficie et la population du pays. Donc c'est 3 éléments essentiels pour limiter la contamination, même si ça ne va pas l'empêcher. Eh bien, on les a, je crois, en France, et donc il faut s'y tenir. Il faut surtout, en attendant que les gens soient totalement vaccinés, en particulier les doses de rappel, il faut qu'on n'oublie pas les gestes barrières, c'est très important, mais aussi le pass sanitaire, parce que quand même, je pense que le pass sanitaire est également un élément de diminution de la contamination, parce que si on le levait, des gens non vaccinés rentreraient dans les restaurants, n'auraient pas de masque par définition, et pourraient contaminer d'autres personnes non vaccinées, surtout dans cette circulation du virus importante actuellement, et ce serait une catastrophe pour nous. Ouais. On voit que certains pays prennent des mesures assez radicales, avec des mots qu'on n'avait plus entendus depuis longtemps. Confinement, couvre-feu, notamment pour les Pays-Bas. Est-ce qu'on va, nous aussi, être obligés d'en revenir là, ou est-ce que ça n'arrivera plus, ou entre guillemets, c'est derrière nous, et avec la vaccination, avec les mesures qui sont appliquées, a priori, on devrait y échapper. Je crois qu'on va y échapper, maintenant, sauf nouveaux variants, parce qu'on a encore la chance, entre guillemets, qu'on soit toujours sur le même variant. C'est-à-dire un variant qu'on connaît maintenant et qui, a priori, est sensible au vaccin, même s'il y a, avec le temps, avec quelques mois, il y a une diminution de l'immunité. Mais s'il y avait un nouveau variant, là, ce serait alors une autre situation qu'il faudra affronter. Et là, on ne pourra pas peut-être échapper à d'autres mesures plus restrictives. Mais actuellement, dans l'état actuel des choses, je crois que si on garde gestes barrières, même on les accentue. En tout cas, on essaye de les respecter. Si les personnes qui sont concernées font une dose de rappel, et si on maintient ce pass sanitaire, eh bien je crois que pour l'instant on peut limiter, en tout cas pas empêcher, mais il y aura toujours des contaminations. On est en hiver, on est à l'intérieur, on est plutôt disons, non pas confiné, c'est un terme qu'il faut plus utiliser, mais on est quand même, on a tendance à être à l'intérieur, y compris dans les restaurants où il n'y a pas de masque. Donc il est important, je crois, de respecter tout ça et essayer de voir un petit peu comment ça va se passer, mais on n'est pas trop pessimiste, en tout cas pour l'hôpital actuellement, même si on a des sujets là de grosses inquiétudes à l'hôpital en raison de la fermeture de lits. Et ça, ce serait catastrophique si on avait une flambée à l'hôpital, parce qu'on serait pas capable, en raison de la fermeture de lits actuellement, et aussi du burn-out, de la démotivation d'une grande partie du personnel qui n'est pas parti, eh bien on aurait du mal à y faire face. Donc il faut croiser les doigts et espérer que les mesures qui sont actuellement en vigueur en France suffisent. On l'espère. Merci beaucoup Jean-Louis Teboul pour ces explications et ces recommandations. L'actualité à l'international à présent, c'est aussi cette situation dramatique de plus d'1 millier de migrants venus du Moyen-Orient et bloqués en Biélorussie à la frontière avec la Pologne depuis plusieurs semaines. Une crise liée à la pression mise par le président biélorusse sur l'Europe qui a mis en place des sanctions contre son pays l'an dernier. Oui, les équipes de BFM TV se sont rendues dans une ville polonaise située à la frontière avec la Biélorussie et directement confrontée à la situation des migrants. Alexia Ferré, Anna Jakowska avec Isabelle Golens. Depuis plusieurs jours, les barrages de police à l'entrée des villes font partie du quotidien. Ouverture des coffres, contrôle d'identité. Bonjour, vos papiers s'il vous plaît. Hajnówka est l'une des villes les plus proches de la frontière. Une commune pauvre et rurale où certains habitants, comme Natalia, sont bouleversés par le sort des réfugiés. Ce sont des gens normaux, comme nous. J'ai vu une famille de 5 personnes, la femme, la mère, avec quasiment mon âge. Je ne peux même pas imaginer me retrouver dans la forêt, comme ça, avec mes enfants. Mais d'autres voient les choses différemment. Pavel, lui, soutient une position sécuritaire. Je trouve que c'est bien ce qu'on fait, de laisser ces migrants hors de nos frontières. C'est toute une ville qui est en première ligne. Le maire nous parle d'une tragédie qui les dépasse. La situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment m'inquiète et nous inquiète tous ici. Ce qu'on voudrait, c'est que cette crise se termine le plus vite possible. Mais pour l'instant, presque tous les jours, l'hôpital de la ville reçoit des migrants, retrouvés déshydratés ou en hypothermie.
Ulysse Gosset est avec nous sur ce plateau, spécialiste des questions internationales. Bonjour Ulysse. Le bras de fer, il continue forcément entre la Pologne et la Biélorussie, mais les choses commencent à bouger. Des mesures ont été prises pour freiner ce flux de migrants qui arrivent depuis la Biélorussie. Des mesures qui ne règlent pourtant pas cette crise elle-même, mais qui permettent en tout cas de ne pas l'aggraver pour l'instant. Oui, c'est la volonté de l'Europe, empêcher la Biélorussie de faire venir d'autres migrants du Moyen-Orient et d'Afrique. Et pour cela, des missions diplomatiques ont été conduites par la Commission européenne, par Bruxelles donc, notamment auprès de l'Irak, de la Turquie. Et le résultat est là, puisque la Turquie a décidé d'interdire aux migrants de monter dans des avions à destination de Minsk, la capitale biélorusse. En Irak, on se dit prêt à accueillir à nouveau des migrants qui sont partis en Biélorussie et qui seraient volontaires pour revenir en Irak. Il y en aura sans doute peu, mais symboliquement c'est important. Ça veut dire qu'on veut empêcher le régime de Minsk de poursuivre ce chantage aux migrants en tarissant la source. Donc, pression sur les compagnies aériennes et ça commence à fonctionner. Je vous rappelle qu'il y avait des migrants qui arrivaient du Liban, d'Irak, de Syrie. On a vu des Maliens à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On a vu des Irakiens, surtout des Syriens et des Ivoiriens. Donc il faut absolument empêcher que la crise ne s'aggrave. L'Europe fait pression et donc effectivement il y a cet objectif pour calmer le jeu de réduire le nombre, alors que du côté des organisations humanitaires et notamment du HCR, le Haut Commissariat aux Nations Unies, eh bien on commence à amener des vivres, des couvertures, des tentes pour essayer d'améliorer la situation critique de ces migrants. On parle de 2 à 4 000 personnes qui sont bloquées près de la frontière actuellement. Ulysse, côté russe, Vladimir Poutine a réagi en affirmant qu'il rejetait toute responsabilité dans cette crise et les Européens préparent de nouvelles sanctions. Oui, alors Vladimir Poutine est de toute façon au centre du jeu, mais il dit « ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien, je n'ai rien à voir avec toute cette histoire », affirme-t-il dans une interview à la télévision russe. On ne sait pas quel est le rôle le chef du Kremlin a pu jouer, mais on imagine mal qu'il n'ait pas eu vent de ce qui se passait, puisque ça fait déjà des semaines que dure ce trafic d'êtres humains, de migrants organisé par la Biélorussie, et les services de renseignement russes sont très présents à Minsk, donc ils savent ce qui se passe. Néanmoins, la Russie dit ce n'est pas nous, et la Turquie, de la même manière, rejette toute responsabilité dans cette affaire. Alors, au-delà de ces dénis, il y a évidemment la nécessité de trouver une solution. Alors Poutine dit aux Européens, il faut vous parliez avec les Biélorusses, mais parler avec un dictateur qui se sert des migrants pour faire pression et pour diviser l'Europe, c'est un peu difficile. C'est donc la raison pour laquelle lundi, il y aura une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles pour décider de nouvelles sanctions. On parle justement de sanctions contre les compagnies aériennes qui transportent les migrants. Est-ce qu'il y aura aussi des sanctions contre les personnalités biélorusses pour les empêcher de voyager en Europe en particulier? On le verra. Mais en tout cas, la volonté de l'Europe, c'est d'être ferme, de soutenir la Pologne, solidarité avec la Pologne, et surtout d'empêcher ce chantage qui continue. Alors que vous vous en souvenez, le président biélorusse, mal élu, avait déjà détourné un avion civil pour pouvoir arrêter un opposant en plein ciel. C'est dire s'il est capable de tout. Il a même menacé de couper le gaz aux Européens. Il n'est pas question de le laisser faire. Merci Ulysse Gosset pour ces précisions. Tout de suite, la météo de Sandra Larue. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Et les nouvelles ne sont pas réjouissantes décidément pour ce week-end. Déjà ce samedi qui reste quand même bien maussade sur de nombreuses régions. Une France bien encombrée, des précipitations ici ou là, quelques averses. Et puis eh bien malheureusement ça ne va pas s'arranger parce que pour la journée de demain, dimanche, on va retrouver toute cette grisaille accompagnée de quelques précipitations. Alors elles resteront faibles mais elles seront quand même bien généralisées. Ce sera peut-être un tout petit peu mieux sur la pointe bretonne. On aura des pluies un petit peu plus marquées au pied des Pyrénées, de la neige sur les reliefs au-dessus de 1400 mètres, du soleil en Méditerranée mais du vent. Attention sur l'extrême sud-est, sur la Corse, là ce sera beaucoup plus chargé avec un temps plus instable, des averses localement, quelques coups de tonnerre et cette agitation va même s'intensifier sur la Corse dans le courant de l'après-midi. Peu d'évolution dans l'après-midi, quasiment aucune, même on va conserver cette masse nuageuse bien présente sur l'ensemble du pays. Un coup d'œil à vos températures. Au lever du jour demain matin, des valeurs qui seront stationnaires comprises entre 5 et 12 degrés, comptez 9 à Paris, 10 à Biarritz, 12 à Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent sur les régions du sud, elles s'échelonneront de 9 à 18 degrés. 9 à Dijon, 13 à Paris, 18, ce sera pour Montpellier. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous.
Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle? Demain, à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est demain, à 20h45, en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Qu'est-ce qui rend le robot aspirateur de Roventa imbattable? Son parcours en temps réel sur votre smartphone? Sa technologie 4 en 1? Pas seulement. C'est surtout le plus fin de sa catégorie. Seulement 6 cm de hauteur, avec toute la performance Roventa. Nouveau robot aspirateur Explorer de Roventa. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Nouveau Lexus UX 100% électrique, à partir de 299 € par mois. Également disponible en version hybride. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. Rassurez-vous, on a plus de 20 000 véhicules. Et toutes nos occasions sont révisées et garanties. Et bien sûr, on les a en stock et disponibles tout de suite. Ça va pour vous? Ah oui. Autosphère, libère l'automobile. Et en plus, on a 250 points de vente. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont capturé l'essence des grains de café biologiques pour un pur plaisir avec les capsules L'Or Bio. Glinchautomobile.com. Toute l'année, jusqu'à moins 35% sur des véhicules neufs. Le froid, ça peut être terrible pour les pare-brises. Avec les changements de température, entre les gelées matinales et le chauffage, quand le pare-brise est déjà fragilisé par un impact, un nid de poule sans faire attention, crac. Alors, en cas de fissure, venez chez Carglass. Chez nous, votre pare-brise, on le remplace. Et pour rouler avec votre nouveau pare-brise bien dégivré, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil. Et oui, gagnez du temps avec cette innovation Karcher. Alors, prenez rendez-vous directement sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Vous, votre vie, vos rêves. Nous mettons tout ça dans votre cuisine Ixina. Ixina, oui à vos rêves. SFR présente le dimanche idéal de la coloc. Bah déjà mon ordi avec la fibre. Ok, et ma série? Et son casque aussi. Ça va? Et un peu de challenge pour lui. Elle a dit un peu de challenge, parce que là c'est chaud là quand même. Avec la fibre de SFR et le Wi-Fi 6, profitez tous en même temps du meilleur des Wi-Fi. SFR, enjoy. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on a la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre.
Explorer et le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Alors ici, on est exactement dans vos critères. Si vous allez avoir un très bel espace, très ajouré. Du chêne, hein. Terrasse de 2 mètres carrés. Et le gros plus de cette maison, c'est qu'il y a vue sur ma mère. ArthurImmo.com, agent immobilier et expert immobilier depuis toujours. 15 millions. C'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On n'avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 15h. François Hollande répond à Éric Zemmour après son attaque contre l'ancien président autour des attentats du 13 novembre 2015. C'est de l'outrance, de l'injure par rapport à ce qu'il s'est passé cette nuit-là, indique l'ancien chef de l'État. Nous en parlerons dans un instant avec Anne-Sora Dubois. La 5e vague de Covid-19 gagne du terrain en Europe. Plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique voient leur nombre de cas flamber et les restrictions se multiplier. Nous serons dans ce journal en Belgique ou encore en Allemagne. Ni camionnette verte, ni enlèvement, nous tenterons de comprendre pourquoi la jeune joggeuse portée disparue plus de 24 heures en Mayenne en début de semaine a menti. L'adolescente est passée aux aveux hier après 6 heures d'interrogatoire. Elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. Et puis l'événement politique du week-end, c'est ce débat de la droite demain soir à suivre à 20h45 sur BFM TV. 5 candidats sont en lice, parmi eux Michel Barnier, son portrait dans ce journal. Et on commence donc avec la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. 2 jours après le témoignage de l'ancien président au procès des attentats du 13 novembre 2015, et alors que la France rend hommage ce samedi aux victimes, le polémiste avait hier sévèrement attaqué l'ancien président lors d'un déplacement à Bordeaux. Écoutez donc la réponse de François Hollande. J'étais président cette nuit-là et dans les mois qui ont suivi, comme dans les mois qui ont précédé, j'ai pris des décisions. Et le sens de mes décisions, c'était d'assurer autant qu'il était possible la sécurité, la protection de nos concitoyens, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l'unité de notre pays, à ce qu'il réagisse comme un bloc, qu'il n'y ait pas de fracture, de rupture. Donc toutes les polémiques qui sont sciemment entretenues n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire éviter que nous soyons cohérents, unis face à ce drame. J'ai été frappé une nouvelle fois par la dignité des victimes, des parties civiles. Eh bien, je demande que chacun, chacune soit à la hauteur de ce que ces parties civiles, ces victimes expriment. C'est-à-dire non pas un besoin de vengeance, mais un besoin de justice. Non pas le souci de la division ou de la surenchère, mais la vérité et la clarté, tout en ayant l'unité à l'esprit. Voilà, c'est ça les messages du 13 novembre. Le reste, c'est de la surenchère, c'est de la polémique, et c'est même de l'outrance, et c'est même de l'injure par rapport à ce qui s'est produit cette nuit-là.
de l'outrance, de l'injure par rapport à ce qui s'est passé cette nuit-là. Anne-Sora Dubois, vous allez nous aider à rembobiner un petit peu le film. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette polémique entre Éric Zemmour et François Hollande? Alors, Éric Zemmour s'est exprimé hier soir depuis Bordeaux. Il était en réunion publique / réunion autour de son lit. Maintenant, on sait que candidat quasi déclaré, donc réunion publique. Et il a effectivement commenté le témoignage de François Hollande qui a témoigné 2 jours plus tôt au sein du procès des attentats. À ce moment-là, François Hollande avait dit devant la cour, devant le tribunal, je cite, « Chaque jour nous étions sous la menace, nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance, mais nous ne savions pas comment ni où ils allaient nous frapper. » Et donc 2 jours plus tard, depuis Bordeaux, hier soir, donc, le polémiste commande cette déclaration de François Hollande à la barre. On l'écoute. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Et voilà, et c'est sur la dernière partie évidemment de cette déclaration d'Éric Zemmour que porte la polémique qui est née de ses propos évidemment. En tout cas, au début de la journée, les proches de François Hollande avaient commencé à commenter ces propos du polémiste en disant notamment que sur cette dernière partie de la phrase, encore une fois, il n'était absolument pas question d'avoir laissé rentrer des terroristes, d'avoir en quelque sorte sacrifié la sécurité des Français pour pouvoir laisser rentrer des migrants. Et d'ailleurs, précisait l'entourage de l'ancien président de la République, parmi les terroristes du Bataclan et des terrasses parisienne et du Stade de France ce soir-là, l'écrasante majorité était bien des ressortissants européens. D'ailleurs français et belges pour la plupart. Il n'y en avait que 3 qui étaient effectivement issus d'une migration qu'on a fini par retracer après coup. La polémique en tout cas porte surtout aujourd'hui sur le fait que, et c'est ce mot de François Hollande qui est le plus important, c'est ce mot d'outrance. On comprend bien à travers ça que d'abord c'est une nouvelle preuve de la force d'Éric Zemmour dans le débat politique aujourd'hui, c'est qu'il contraint les politiques à lui répondre quelle que soit la force des mots qu'il prononce. Ça prouve bien qu'il est quand même très fort dans le débat aujourd'hui et que politiquement il pèse, parce qu'un ancien président de la République qui est contraint de répondre à ce polémiste sur un sujet aussi délicat, sur un sujet aussi douloureux, ça prouve bien que, et c'est d'ailleurs sans doute l'objectif d'Éric Zemmour, François Hollande ne pouvait pas laisser passer. Et la deuxième raison sans doute à cette sortie du polémiste hier soir, c'est que évidemment tout cela était, on le voit d'ailleurs dans son attitude au moment où il prononce ce discours, il lit cette phrase. Elle n'a pas été sortie comme ça du chapeau, elle a été écrite, elle a été pensée, elle est prononcée la veille de la journée d'hommage des attentats du 13 novembre et donc évidemment il s'attendait à ce qu'elle surnage dans le débat médiatique et même qu'elle crée une polémique. C'est aussi une façon pour lui de continuer encore une fois à exister très fortement dans ce débat politique, alors précisément qu'on a dit ces derniers jours qu'il marquait le pas un peu dans son envolée dans les sondages. Il continue à être à un très haut niveau mais il marque un peu le pas, peut-être aussi en raison de ses outrances. Et d'ailleurs, depuis ses propos d'hier soir, les avocats des victimes, certains avocats des familles de victimes du 13 novembre lui ont demandé réparation et ont demandé des excuses aux polémistes. Merci beaucoup Anne. Vous parliez de cette journée d'hommage, les commémorations du 13 novembre 2015, donc 6 ans jour pour jour après, qui ont eu lieu de façon très digne et sobre, accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Jean Castex s'est rendu devant le Stade de France, puis sur les terrasses de Café Visé à Paris et enfin devant le Bataclan. L'Europe redevient le centre de l'épidémie de Covid-19. La situation est considérée comme très inquiétante dans 10 pays notamment, et notamment en Belgique où la 5e vague est bien là. Regardez ces chiffres, 13 000 cas en 24 heures, 12,7% de taux de positivité et plus de 2300 patients hospitalisés. Le pays est pourtant très bien vacciné, mais les hôpitaux saturent. Les explications de notre correspondant à Bruxelles, Vincent Chevalier. Au niveau des chiffres, au niveau du taux de vaccination entre France et Belgique, c'est quand même relativement similaire. 74% de la population entièrement vaccinée. Et pourtant, au quotidien, vous l'avez dit, ces chiffres alarmants. 13 000 infections cette semaine en 24 heures. Il y a plus 25% d'admissions à l'hôpital à cause du coronavirus, plus 25% de patients en soins intensifs. Et puis, c'est 12,7% de taux de positivité. C'est énorme. C'est un record en 2021 en Belgique. À titre de comparaison, en France, c'est 3,3%. Un expert du centre de crise
crise me disait hier qu'il y avait 3 pistes d'explication pour ces chiffres. Déjà, le port du masque, la mesure a carrément été abandonnée en Flandre en octobre dernier. Et aujourd'hui, là où la flambée est la plus importante, c'est en Flandre. C'est pas vraiment un hasard. Le masque devrait être porté un peu plus souvent, selon cet expert en Belgique. Il y a aussi le pass sanitaire. Il a été généralisé en Belgique le 1er novembre seulement. Et en 13 jours, la mesure ne semble pas assez contrôlée. Et il faudrait également remettre le masque en intérieur quand le pass sanitaire est exigé. Et puis, il y a le télétravail en hiver. Les bureaux sont mal aérés et nombre de travailleurs actifs seraient aussi contaminés sur leur lieu de travail. Alors, pour cet expert, pas besoin forcément pour l'instant de durcir les règles. Il faudrait déjà faire respecter celles qui sont en place. En tout cas, le gouvernement fédéral et les régions en discuteront lors d'une réunion la semaine prochaine. Et face à la flambée en Belgique, la France a déjà pris une décision. Les Belges qui veulent venir en France devront présenter soit un schéma vaccinal complet, soit présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Autre pays en Europe où la situation est très inquiétante, l'Autriche, où un confinement des personnes non vaccinées va avoir lieu, mais aussi l'Allemagne. 45 102 cas en Allemagne en 24 heures, un taux d'incidence de 277,3 et près de 3000 patients en réanimation. Le pays est très frappé par cette nouvelle vague épidémique et Angela Merkel appelle à un effort national. Les précisions de Pascal Thibault, le correspondant de BFM TV à Berlin. Depuis quelques jours, l'Allemagne enregistre des records en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas de coronavirus, avec environ 50 000 depuis le milieu de cette semaine. Et il y a une forte augmentation du taux d'incidence, près de 280 ce samedi, avec un record national en Saxe, avec 1100 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Le problème central qui explique cette recrudescence des cas, eh bien, c'est un taux de vaccination global de 67% qui est insuffisant d'après les spécialistes. D'ailleurs, 90% des personnes qui sont hospitalisées pour cause de Covid sont des personnes non vaccinées. Donc la priorité des responsables politiques, c'est de persuader les personnes qui n'ont pas encore franchi le pas de se faire vacciner pour la première fois et aussi de promouvoir la 3e vaccination pour les personnes les plus vulnérables. Il y a des pages entières de publicité ce samedi matin dans la presse pour inciter ces personnes donc à une 3e vaccination pour renforcer leur défense contre la pandémie. Et puis, par ailleurs, des mesures sont déjà prises ou envisagées. Des régions, par exemple, ne permettent l'accès à des lieux comme les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres ou les clubs qu'aux personnes qui sont vaccinées ou qui sont guéries du Covid. Le contrôle pour les lieux de travail doit également être renforcé, également pour les écoles avec une systématisation des tests parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de jeunes qui sont vaccinés que dans l'ensemble de la population. Également, les tests doivent devenir systématiques à la fois pour les résidents des EHPAD, pour le personnel et pour les visiteurs en raison du côté vulnérable de ce public. On a vu des clusters se développer récemment à nouveau dans les EHPAD. Et une rencontre au sommet la semaine prochaine, jeudi, entre le gouvernement fédéral et les 16 régions doit avoir lieu pour permettre de trouver des règles générales qui valent pour l'ensemble du territoire allemand dans cet État fédéral. Bonjour Mehdi Mejdoubi, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes professeur de médecine. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette flambée de cette 5e vague de Covid-19 dans l'Europe? Est-ce que c'est lié à la faible vaccination dans certains pays? Est-ce que c'est lié au relâchement des gestes barrières? Est-ce que c'est lié à une saisonnalité du virus? Eh bien, actuellement, ce que l'on observe, c'est une remontée épidémique dans tout l'hémisphère nord, quel que soit le degré de vaccination des populations et l'adhésion aux gestes barrières. Donc clairement, cette remontée est liée aux facteurs climatiques, puisque avec la baisse des températures, notre mode de vie change, et sans doute que l'immunité aussi des individus varie avec le froid. Ceci étant dit, la situation des pays diffère en fonction du niveau de vaccination. Et la France ayant fait un effort considérable, et notamment grâce à la réussite du pass vaccinal, la France aborde cette phase dangereuse en bonne situation. Alors que l'Allemagne n'a pas instauré pour des raisons juridiques des mesures aussi contraignantes qu'en France, eh bien aujourd'hui il le paye et ça peut aller à l'extrême jusqu'à un confinement.
Ça veut dire, professeur, qu'a priori, on devrait échapper en France à ce que connaissent actuellement d'autres pays européens dont on vient de parler. Exactement, a priori, à condition évidemment qu'il n'y ait pas un variant nouveau qui apparaisse. Hein. Soyons d'accord sur cet aspect-là. Mais enfin, la France maintenant a atteint un taux de vaccination très élevé, de primo-vaccination déjà, et la campagne pour la 3e dose est également bien partie. Alors bien entendu, c'est par des mesures un peu contraignantes, hein, c'est le pass vaccinal, mais s'il faut ça dans cette guerre sanitaire, eh bien on n'a pas trop le choix malheureusement, et il va falloir qu'on continue cet effort, et on ne sortira de cette situation à risque que vers avril-mai. Vous évoquiez certaines restrictions, hein, l'Autriche qui reconfine, les Pays-Bas qui imposent des couvre-feux à certains commerces selon les heures. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution, qu'il faut justement refaire ce tour de vis dans ces pays? Alors, dans ces pays, sans doute. En France, aujourd'hui, on n'en est pas là. Heureusement, avec la vaccination et les gestes barrières, et là, il faut insister sur le port du masque. C'est vraiment, le port du masque est extrêmement puissant. Plus encore que le gel hydroalcoolique. Il y a du relâchement pour le masque, par exemple. On a observé du relâchement en septembre-octobre, mais les Français ont quand même bien adhéré à ces gestes. On n'a pas observé des émeutes, hein, comme ce qu'on a vu aux Pays-Bas. Et en Allemagne également, il y a eu des émeutes contre les gestes barrières, contre la vaccination, etc. Il faut féliciter la population française qui a quand même adhéré et qui globalement a compris qu'il fallait en passer là pour sauver les personnes les plus fragiles. Alors on va revoir les indicateurs en France qui sont en hausse. Hein. Le taux d'incidence qui progresse, il est de 94 cas pour 100 000 habitants, plus 51% de cas positifs en une semaine. On le rappelle, près de 75% des Français ont reçu toutes les doses requises et pourtant, Fanny. Pourtant, malgré le vaccin, eh bien, certains ont attrapé le Covid. Nous avons rencontré Léa, elle est tombée malade alors qu'elle était doublement vaccinée et sont de plus en plus nombreux à être dans ce cas. Philippine David, Falini Regnault avec Adélaïde Mangin. 25 ans, dotée d'un schéma vaccinal complet, Léa ne s'attendait pas à avoir le Covid-19. C'est donc sans inquiétude qu'elle se rend à une soirée pour Halloween. Vu que j'étais vaccinée, ça me paraissait difficile d'avoir le Covid et finalement non. Très vite, l'état de Léa se dégrade. La jeune femme décrit un état grippal sévère, une perte de goût et d'odorat. François Baumann, médecin généraliste parisien, nous dit avoir au sein de sa patientèle plusieurs cas similaires. J'ai vu des patients jeunes, j'en ai vu au moins 2 récemment, qui ont été vaccinés 2 fois correctement et qui ont fait une récidive vraie. Édouard Obadia, médecin réanimateur, se fait plus alarmiste et évoque l'arrivée dans son service de patients jeunes, parfois trentenaires sans comorbidité, qui développent des formes graves malgré un schéma vaccinal complet. On se rend donc compte que l'immunité, au bout d'un certain nombre de mois, en général au-dessus de 6 mois, est perdue. Et on va très vite être obligé de faire ces doses de rappel aux moins de 65 ans, qui eux ont été vaccinés un petit peu plus tard, mais on arrive aux 6 mois pour un certain nombre de personnes. Pour les plus de 65 ans, la validité du pass sanitaire sera conditionnée à l'administration de cette 3e dose à partir du 15 décembre. Professeur Mejdoubi, ça interpelle quand même là quand on voit ce reportage, ce sujet, parce qu'on se dit on va se faire vacciner pour éviter d'attraper le Covid. Certains l'ont fait à contre-cœur et au final, malgré le vaccin, on attrape quand même le Covid. C'est pour certains pas très rassurant. Certes, c'est pas rassurant, mais et c'est montré dans le reportage, on évite les formes graves. Et c'est ça le plus important. Puisque la jeune femme qui est passée a eu une grosse grippe, mais elle n'a pas été hospitalisée, elle n'a pas terminé en réanimation. Donc en fait, ça ne contredit pas du tout l'objectif de vaccination. Ensuite, l'explication est relativement simple. C'est que quand on injecte le vaccin, il y a une immunité qui reste un certain temps. En moyenne, elle est forte pendant 6 mois. Mais chez certains, au bout de 4 mois, ils perdent cette immunité, et chez certains, ils la gardent pendant 10 à 12 mois. Donc statistiquement, on a considéré qu'au bout de 6 mois, on allait faire la 3e dose. Et rappelons-le, pour la grippe, on fait bien un rappel chaque année. Mais rappel pour tous, vous y seriez favorable, vous pour toute la population? Moi, je suis légaliste et je suivrai les avis de la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas chacun de donner son avis de son côté. Il faut atteindre un consensus par des spécialistes. Et on a un conseil scientifique de bonne qualité, une Haute Autorité de la Santé. Et il faut voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de donner des interprétations personnelles ou pire encore, d'aller sur Internet, sur un forum et de se faire son opinion.
Il faut se faire confiance. C'est une situation exceptionnelle que l'on n'a pas vécue depuis un siècle. Il faut sortir de cette période difficile, mais on va s'en sortir, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci pour cette note d'optimisme, professeur Mehdi Mejdoubi. On se retrouve dans le journal de 15h30. Toute l'histoire n'était finalement qu'un mensonge. En Mayenne, la joggeuse de 17 ans qui avait été portée disparue puis retrouvée a avoué hier avoir inventé son enlèvement au terme d'une audition de 6 heures. Le parquet précise qu'elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infractions imaginaires. Guillaume Barki et Salima Segaï. Après 6 heures d'interrogatoire hier, la joggeuse de 17 ans a regagné son domicile familial à Saint-Brice en Mayenne. Face aux enquêteurs et surtout face à une psychocriminologue, elle a reconnu avoir mis en scène son enlèvement. Les gens qui procèdent aux auditions de ce public-là, ce sont des gens formés, ce sont des gens qui ont une appétence particulière pour le recueil de la parole, pour les entretiens compliqués. Et c'est donc avec toute la mesure de leurs compétences individuelles et professionnelles qu'ils ont su amener cette jeune fille tout simplement à se libérer. Pas de ravisseur donc, pas de camionnette verte et des blessures accidentelles. L'adolescente a elle-même découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux. D'après les experts, il s'agit d'un appel à l'aide. Pour moi, le mensonge qu'elle a commis vient répondre à un besoin, je dirais aussi, d'attirer l'attention. Peut-être qu'elle était en souffrance à ce niveau-là, peut-être qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place, soit auprès de ses pairs, soit dans la famille. Enfin, on ne sait pas trop aujourd'hui. La procureure de la République de Laval souligne que la lycéenne est désolée d'avoir causé une mobilisation importante. Elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infractions imaginaires et risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. La politique à présent avec l'événement du week-end, ce sera demain soir le débat de la droite à 20h45 en direct sur BFM TV et RMC. Débat entre les 5 candidats des Républicains présentés par Maxime Switek et Apolline de Malherbe. Et vous pourrez réagir et poser toutes vos questions aux débatteurs sur les réseaux sociaux via le hashtag débat de la droite. Et pour l'heure, gros plan sur l'un de ces candidats, Michel Barnier. L'éventualité de voir président est encore bien loin selon les derniers sondages. Mais au sein des militants Les Républicains, l'ancien négociateur du Brexit a le vent en poupe, et ce, en vue du Congrès. Loïc Besson. C'est l'homme du Brexit. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'accord entre l'Europe et le Royaume-Uni, c'était il y a encore un an. Désormais, il enchaîne les réunions publiques, devenu l'idole d'une partie de la droite, qui voit en lui son nouveau champion. Nous avons de quoi constituer une formidable équipe de France. Plus âgé que ses concurrents, ses équipes lui ont pourtant taillé l'image d'un homme neuf, mais qui n'enlève rien à son expérience selon sa porte-parole Brigitte Kuster. En étant moins dans la polémique, il s'est moins fait connaître peut-être des médias. Moi qui ai travaillé avec lui au ministère de l'Environnement, je pense que du coup, il apparaît là maintenant, il n'est pas usé. Difficile d'évaluer son niveau réel dans les sondages à droite, mais il apparaît comme le favori, très populaire chez les militants, en raison de sa fidélité au parti depuis 1976, RPR, UMP. Nicolas Sarkozy a remercié l'ensemble des parlementaires. Il leur a dit qu'il avait besoin d'eux pour mener cette campagne. Puis LR, un atout par rapport à ses principaux concurrents, qui n'hésitent plus d'ailleurs à le prendre pour cible sur son programme. J'ai fait des propositions claires, parfois ils font semblant de ne pas les comprendre, je les explique, mais moi je vais tracer ma route. J'ai jamais quitté cette famille parce que je m'y suis toujours senti bien. Parfois j'étais minoritaire, on a eu des débats sur l'Europe ou sur d'autres sujets. Cette famille, elle gagne quand elle ressemble à la France. Michel Barnier le promet, ce combat est le dernier de sa carrière politique. Il ne brigue qu'un seul mandat. Reste avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous reviendrons sur cette flambée épidémique dans plusieurs pays européens. On est vraiment bien déjà dans cette 5e vague. Situation jugée inquiétante, notamment en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. On en reparlera dans le prochain journal. Tout de suite.